Nous allons évoquer la question de la sécurisation de la cession en 3 temps. Après une brève présentation, nous verrons les 2 catégories de recours envisageables, les recours légaux d'une part et les garanties contractuelles d'autre part. Les cessions de société sont à l'origine d'un contentieux abondant qui s'explique bien sûr par l'importance des enjeux économiques ou financiers, mais aussi par la difficulté inhérente à la détermination exacte de la valeur d'une société. Autrement dit, l'acheteur, le cessionnaire, peut considérer qu'il a payé bien trop cher des actions ou des parts sociales au regard de la réalité de la situation de l'entreprise. Que faire alors dans ce cas? Eh bien, le cessionnaire peut d'abord exercer les recours prévus par la loi. Et s'il a été prévoyant, il pourra aussi faire jouer les éventuelles garanties contractuelles. En premier lieu donc, les recours légaux. Les recours légaux sont ceux prévus par le Code civil. La cession de droits sociaux constitue foncièrement un contrat de vente. Il y a ainsi 2 types d'actions possibles. Les actions du droit commun des contrats et les actions du droit spécial de la vente. Les actions du droit commun des contrats, tout d'abord, sont celles fondées sur un vice du consentement. Un contrat, quel qu'il soit, suppose un consentement libre et éclairé. Une cession de droits sociaux peut être annulée si elle a été conclue sous l'effet d'une erreur, d'un dol ou d'une violence. En pratique, l'erreur et le dol sont souvent invoqués. L'erreur est une appréciation inexacte de la réalité. La personne qui s'est trompée sur une qualité essentielle du contrat peut alors voir le contrat annulé. Mais attention, toutes les erreurs ne sont pas prises en compte. Ainsi, l'erreur sur la valeur n'est pas admise. C'est-à-dire que le fait de se tromper sur l'appréciation économique de la valeur des droits sociaux n'est pas une cause de nullité. En revanche, l'erreur sur une qualité essentielle des droits sociaux, elle, est admissible. Par exemple, on a pu se tromper sur la viabilité de l'entreprise. Cette erreur peut entraîner la nullité de la cession. Tel est le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une société dont le fonds de commerce a été vendu avant la cession, d'une société déjà en cessation de paiement au moment de la cession, ou encore d'une société ne pouvant poursuivre son activité pour des raisons administratives ou juridiques. Dans toutes ces hypothèses, l'acheteur a commis une erreur sur la possibilité pour la société de réaliser son objet social. Dans ce cas, la cession pourra être annulée si l'erreur de l'acheteur est considérée comme déterminante et excusable. Parfois aussi, l'acheteur ne s'est pas trompé, mais il a été trompé. Et on parle alors de dol. Le dol est le comportement du co-contractant qui consiste à provoquer le consentement de l'autre partie par des manœuvres ou des mensonges, mais aussi, très souvent, en se contentant de ne pas révéler une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. C'est l'action d'ailleurs la plus souvent menée en cas de cession de droits sociaux. Les illustrations sont innombrables. On trouve beaucoup de comptes sociaux inexacts par dette sociale ou fiscale non comptabilisée, par actifs fictifs ou majorés, ou par vente à prix surfacturé afin de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires. Le dol peut aussi résulter d'une simple abstention volontaire de l'autre partie. Silence gardé par le vendeur sur la résiliation de contrats vitaux pour l'entreprise. Silence gardé sur l'existence de contrats secrets, mais ruineux pour la société. Silence sur l'impossibilité de poursuivre l'exploitation en raison de contraintes juridiques ou économiques. C'est d'ailleurs souvent la réticence dolosive qui est invoquée, c'est-à-dire le silence gardé volontairement afin d'amener l'autre partie à conclure la vente. La récente réforme du droit des contrats va renforcer encore la possibilité d'annuler le contrat pour dol en exigeant expressément que chaque partie informe l'autre partie de toute information qui pourrait être déterminante de son consentement. Les actions du droit spécial de la vente peuvent aussi être utilisées. La plus connue, bien sûr, est la garantie des vices cachés. Mais la jurisprudence est très restrictive. L'action en garantie du vice caché, en effet, n'est admise que si ce vice rend les titres
actions ou parts sociales, impropres à leur destination. Et concrètement, cela suppose un vice qui va interdire à la société de poursuivre son activité. Tel est le critère. Par exemple, ne constitue pas un vice caché des pertes sociales plus de 10 fois supérieures aux prévisions, affectant la valeur des titres, mais qui, néanmoins, n'empêche pas la société d'exercer son activité. L'autre action du droit de la vente, qui est envisageable, est la garantie d'éviction. Tout vendeur doit garantir à son acquéreur la jouissance paisible de la chose vendue. Le cédant doit donc garantir l'acquéreur contre toute atteinte à la jouissance paisible de ses actions ou des parts sociales, que cette atteinte vienne du cédant lui-même ou bien d'un tiers. Et on peut citer l'exemple du vendeur qui concurrence la société dont il vient de vendre les titres et qui en détourne toute la clientèle. On peut citer aussi l'exemple du vendeur qui refuse de voter l'agrément requis pour la personne à qui il vient pourtant de céder ses titres. Dans ce cas, le vendeur est tenu à restitution du prix ou alors à des dommages et intérêts. Ces garanties légales sont très utiles, mais souvent leurs conditions d'application ne sont pas réunies. Il est impératif, en pratique, de sécuriser la cession par des garanties contractuelles. En second lieu, donc, évoquons ces fameuses garanties contractuelles. L'acquisition d'une société, par l'achat de droits sociaux, peut réserver des surprises à retardement. Un passif fiscal peut être l'objet d'un redressement jusqu'à 3 ans après les faits. Un contentieux prud'homal, une action à responsabilité peuvent être exercées bien des années après le fait générateur. Bref, dans un très grand nombre de cas, un passif dont l'origine est antérieure à la cession peut se révéler postérieurement à celle-ci. Et dans ce cas, c'est la société qui doit l'assumer. Or, la révélation de ce passif inconnu lors de la cession, revient à diminuer la valeur de la société achetée, et donc, par ricochet, la valeur des actions ou parts sociales qui ont été acquises. L'intérêt des garanties contractuelles est d'avoir une protection plus efficace que ne le permettent les recours légaux. Mais pour cela, il faut avoir prévu dans la cession une clause de garantie de passif. Le terme de garantie de passif est générique. En réalité, il y a une multitude de clauses possibles. On parle ainsi de clauses de garantie d'actifs nets, de clauses de garantie comptable, de clauses de garantie de valeur ou encore de clauses de reconstitution de patrimoine. Pour simplifier, on va procéder à quelques distinctions. D'abord, la clause de garantie de passif, au sens strict du terme, qui prévoit, cette clause de garantie de passif, que le cédant s'oblige à indemniser l'acquéreur ou la société de tout le passif de la société dont l'origine est antérieure à la cession et qui ne figurerait pas dans le bilan à partir duquel le prix a été déterminé. D'autre part, la clause de garantie de passif et d'actif. Cette clause garantit, en plus du passif, la valeur ou la réalité des actifs. Autrement dit, elle permet d'indemniser différentes sommes qui finalement ne figureraient pas dans les actifs, telles que des créances clients qui se révèlent irrécouvrables. La clause de garantie d'actifs nets, quant à elle, est plus équilibrée, car elle peut limiter l'engagement du cédant. En effet, celui-ci, au lieu de garantir tout le passif, ne va garantir le passif que sous la déduction du supplément d'actifs, qui a pu, lui aussi, se révéler postérieurement à la cession. Et oui, cela peut arriver. Et donc, en somme, c'est une compensation entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. La clause de garantie de valeur, quant à elle, appelée aussi clause de révision du prix, est celle par laquelle le cédant s'oblige à indemniser le cessionnaire de la moins-value qui affecte les actions cédées en raison de l'apparition de dettes non connues lors de l'achat. Dans ce cas, l'indemnisation qui peut être versée est dans tous les cas plafonnée au montant du prix payé. La clause de rentabilité est la clause par laquelle le cédant
qui vend en cours d'exercice s'engage sur un certain niveau de résultat. Si ce niveau n'est pas atteint, le cédant est tenu de rembourser une partie du prix de la cession. Le bénéficiaire de ces différentes garanties peut être soit le cédant, soit la société, tout dépend de leur rédaction. S'il s'agit de la société, le cédant doit directement verser les sommes requises à la société ou bien désintéresser les créanciers de la société, par exemple en payant le trésor public en cas de passif fiscal. Ces garanties contractuelles donnent lieu à énormément de débats et de tensions entre les parties, en amont. Mais elles donnent lieu ensuite aussi à un contentieux abondant, contentieux généralement soumis à arbitrage. Ces garanties sont assez dangereuses pour le cédant qui doit prendre des précautions. D'abord, il faut impérativement fixer une durée de garantie précise. Souvent, les garanties vont de 2 à 5 ans. Ensuite, pour éviter le recours systématique pour le moindre passif, il peut être prévu un seuil en dessous duquel la garantie ne peut être déclenchée. Surtout, pour éviter d'indemniser au-delà du prix reçu, il faut fixer un plafond, généralement un pourcentage du prix, ou bien convenir que la garantie consiste en une révision du prix. Enfin, dans l'intérêt du repreneur, il faut, autant que possible, obtenir une garantie de la garantie. En effet, il faut s'assurer que le cédant pourra, le moment venu, régler les sommes qu'il pourrait devoir. Il faut donc prévoir soit une garantie bancaire, de type caution ou garantie à première demande, soit une mise sous séquestre d'une partie du prix, soit encore une sûreté réelle comme une hypothèque, ou encore une assurance de garantie de passif.